Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si nous sommes ensemble virtuellement. J'ai vraiment l'impression qu'on soit ensemble et j'espère que vous allez apprécier ce dont je vais vous parler maintenant. Je suis Kathleen Radjo, je suis chirurgien orthopédique, je travaille à New York à un hôpital spécial de chirurgie orthopédique et j'ai aussi un centre, un cabinet. Aujourd'hui, on m'a parlé de vous parler de considérations orthopédiques et les pour et les contre des chirurgies prostatiques. Et moi, je me demande, mais que savons-nous? Et vous allez être surpris d'à quel point nous n'avons pas tellement d'informations. Je vais vous donner des faits, bien sûr, mais ce que je veux, c'est aussi vous donner beaucoup d'indications, une feuille de route pour que vous ayez les bonnes questions à poser au médecin et les bonnes questions à vous poser vous-même si vous pensez à une chirurgie orthopédique. Donc avant de commencer, voilà les possibles conflits d'intérêts que je pourrais avoir, mais la seule chose qui est intéressante, c'est que je fais partie du comité directeur de la Fondation Heller dans l'os. Afin d'aborder cette question, quels sont les pour et les contre, les avantages et les inconvénients d'une chirurgie orthopédique, il faut diviser ceci en deux éléments. En premier lieu, que savons-nous? En deuxième lieu, comment prendre une décision éclairée? Et laissez-moi commencer par que savons-nous? La première partie, que devons-nous savoir pour prendre une décision? En premier lieu, il faut savoir qui pourrait avoir une chirurgie orthopédique. En deuxième lieu, qu'est-ce qu'une articulation? De quoi parlons-nous exactement? Qu'est-ce qu'une chirurgie d'une articulation? Et en troisième lieu, que savons-nous, qu'avons-nous appris de la littérature médicale? Ce qu'ont écrit d'autres personnes sur les chirurgies réalisées, ce qu'écrivent les patients, ce par quoi ils sont passés. Donc, nous allons aborder tous ces points dans cette partie. Alors, commençons par qui, qui, euh, quelles personnes qui ont le syndrome d'Ehlers-Danlos qui pourraient avoir un problème orthopédique. Eh bien, la plupart des patients de SED ont un certain degré de composante orthopédique dans leur maladie. Ce n'est pas tous les cas, mais dans 9 des 13 types, c'est le cas. Par exemple, pour l'hypermobilité, vous avez bien sûr, vous connaissez l'échelle de l'hypermobilité. Si ce n'est pas aujourd'hui, vous l'avez vu avant. Vous savez comment on mesure l'hypermobilité, et bien sûr le score de Bayton. Donc voilà de quoi on parle. Et voilà les types de CED qui ont des implications orthopédiques. Euh, Maintenant, alors les types classiques, cardiovasculaires, bon, beaucoup ont des noms spéciaux parce qu'ils appliquent les articulations. Donc avec les muscles, la colonne encore une fois. Donc c'est pas surprenant qu'il y ait une application orthopédique. Nous savons aussi que le SED hypermobile, donc dont souffrent 90% de tous les patients du syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est le type le plus fréquent, bien sûr, et 90% des personnes de syndrome d'Ehlers-Danlos ont le type hypermobile et ils ont aussi des applications orthopédiques. Nous allons donc commencer à nous concentrer sur cet aspect-là au fur et à mesure. Ce que j'aimerais dire maintenant, j'aimerais décrire ce qu'est une articulation, car il est important, à mon avis, de bien comprendre les termes que nous utilisons. Une articulation, ce sont deux os qui sont tenus ensemble par des ligaments. Ça, c'est simplement une image, c'est un exemple d'une articulation, si c'était une articulation de l'épaule ici. Donc deux os, il y a la fin de l'humérus, la clavicule, l'omoplate. Donc ici, il y a trois os qui s'assemblent, mais il y a deux os en général qui peuvent être tenus ensemble par un ligament. Les ligaments vont d'un os à l'autre, ils connectent ces os, donc ils vont d'un os à l'autre. Et donc il y a aussi les tendons. Ici vous avez le tendon c'est la fin d'un muscle. Vous avez les muscles qu'on voit ici qui deviennent un tendon vers la fin. Et ces tendons s'insèrent dans les articulations entre les os. Ils peuvent s'intégrer dans les os en soi, dans l'os en soi. Et ce qui se passe, c'est que quand ce muscle se contracte, le tendon permet
que le muscle se déplace et l'articulation bouge également. Et en haut, il y a aussi un liquide qui permet d'arriver à une lubrication, à lubrifier l'articulation. Donc, est-ce que si vous avez besoin d'une chirurgie, est-ce que c'est une chirurgie qui va aborder, qui va traiter plutôt l'os ou la capsule parce que ça s'est étiré? Est-ce que c'est les ligaments qui vont d'un os à l'autre, qui entourent l'os, qui se sont étirés? Ou est-ce que ce sont peut-être les tendons qui ne s'insèrent pas bien? Peut-être qu'il y a une pression de l'os sur le tendon, nous ne savons pas. Les muscles ne sont pas assez forts, je ne sais pas. Donc, il faut savoir de quoi on parle exactement quand on dit « j'ai une chirurgie de l'articulation ». Comme vous le savez, les articulations sont partout, dans les hanches, les genoux, les mains, les pieds, les chevilles, les coudes, la mandibule, la colonne vertébrale. Et nous avons des articulations qui bougent. Donc, par exemple, dans l'épaule, cela bouge beaucoup. Et il y a d'autres articulations qui ne bougent pas beaucoup, comme l'articulation sacro-iliaque. Elles vont bouger et va beaucoup bouger. Si elles bougent trop à un certain moment, ça peut être un problème. Donc, il faut savoir de quelle articulation nous parlons. Est-ce que c'est une articulation qui doit beaucoup bouger, qui va bouger ou pas? Est-ce que le fait circulairement comme l'épaule ou est-ce que c'est une articulation qui bouge seulement dans une direction comme le genou? Donc, c'est quelque chose d'important à comprendre et c'est ce qui va nous permettre de poser les bonnes questions à notre médecin et d'obtenir les bonnes réponses. Donc, il faut savoir qui peut avoir besoin d'une chirurgie d'une articulation, beaucoup de monde, on l'a déjà dit. En deuxième lieu, qu'est-ce qu'une articulation? On l'a déjà dit, d'accord, on va savoir de quoi on parle exactement. Et la troisième composante, c'est ce que nous dit la littérature. C'est le troisième aspect que l'on sait. Et en fait, il n'y a pas énormément d'informations. C'est vrai qu'il y a des informations qui doivent être vérifiées scientifiquement. Il faut arriver à certains niveaux dans ce qui est publié pour être vraiment considéré. Il y a peu d'études qui soient vraiment scientifiques. Pourquoi? Parce que dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, il n'y avait pas de bonne classification jusqu'au milieu des années 2010, 2014, 15, 16. Il n'y avait pas une bonne classification, donc tout était un peu inclus dans le même groupe. Et si nous n'avons pas un bon système de classification, comment savoir quelle chirurgie fonctionne mieux et chez qui? Il faut pouvoir classer les personnes afin de dire voilà une bonne intervention chirurgicale pour ce type de problème ou un autre. Le deuxième aspect qui a trait à ceci, c'est qu'il n'y avait pas de bons standards de communication précise, de rapports communiqués précis. Il faut donc savoir avant la chirurgie, quelle est l'amplitude de mouvement, quel est le score de Beighton, et il faut avoir des manières très précises de le faire, de sorte qu'après la chirurgie, nous puissions comparer. Maintenant, nous sommes dans un processus où nous développons ces normes standards pour le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de littérature publiée? Parce que des fois, la chirurgie n'est pas la bonne solution pour les patients du syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est sûrement un bon signe, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas beaucoup de chirurgie, car ce n'est pas la meilleure des solutions. Ce ne devrait jamais être la première solution à laquelle on pense. Cependant, si nous observons la littérature publiée, que voyons-nous? Eh bien, il y a beaucoup de rapports de patients qui disent « Tiens, je me sens mieux, je ne me sens pas mieux ». Et bien sûr, c'est quelque chose d'important à connaître. Les résultats proportionnés par les patients, ce n'est pas une base scientifique pour savoir si c'est une bonne chirurgie pour une personne ou pas. Souvent, avec les rapports transmis par les patients, nous n'avons pas, par exemple, l'amplitude de mouvement avant et après la chirurgie, pour pouvoir comparer. Il y a certains articles sur les techniques qui peuvent être utilisées. Et il y a aussi une étude qui a été publiée qui disait que 34% des personnes qui passaient par une chirurgie avaient un résultat positif.
Ce n'est pas un très bon résultat, je dois dire. Et c'est pour ça que euh, dans mon organisation, nous avons voulu regarder, observer les personnes qui ont un diagnostic de syndrome d'Ehlers Danlos et qui sont passés par une chirurgie pour voir d'une manière rétrospective quels sont les résultats. Est-ce qu'on peut anticiper l'avenir en observant les données passées? Est-ce qu'en observant les données passées, je peux me dire, tiens, voilà une bonne manière de faire les choses, voilà un type de patient pour lequel je devrais faire ceci ou cela. Donc, nous sommes revenus en arrière, nous nous sommes concentrés sur l'époque préopération. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avant l'opération? Qu'est-ce qu'on a fait pendant l'opération? Mais aussi, quel est le post-opératoire? Qu'avons-nous fait? Nous avions donc 120 personnes, surtout des femmes, 111 femmes et 9 hommes, tel que vous pouvez le voir ici. Ce n'est pas surprenant d'ailleurs pour les patients de syndrome d'Ehlers-Danlos. L'âge moyen, c'était 38 ans, on va dire, pratiquement. Ça va de 7 ans à 83 ans. Il y a eu 204 chirurgies réalisées avec au moins un suivi de 2 ans. C'est important car dans la littérature publiée, il faut un suivi minimum de 2 ans pour vraiment parler des résultats sur les patients. C'est un peu la norme. On peut dire que 91% des chirurgies réalisées, 186 chirurgies, comportaient des complications. Et 120 de ces opérations nécessitaient d'une deuxième chirurgie. Et on se demande pourquoi autant de complications, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les types de complications que nous observons? Eh bien, nous parlons d'une douleur persistante, des luxations et subluxations continues, une instabilité articulaire qui n'existait pas à ce niveau avant, des douleurs en raison des éléments orthopédiques que nous mettons chez les patients, de leur corps, pour l'objectif que nous recherchons. Il y a eu des infections aussi, des problèmes dans les révisions. Et on se dit, tiens, souvent, nous avons des chirurgies de la hanche, des genoux, bon, de la hanche, des mains aussi, mais bon, surtout de la hanche dans cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que, tiens, c'était les mauvaises chirurgies pour les mauvais patients ou c'était le mauvais docteur? Non, il faut voir quelles sont les causes inhérentes. Avoir le syndrome d'Ehlers-Danlos, cela ne veut pas dire que on doit se passer par la chirurgie. C'est vrai que nos tissus sur lesquels nous allons opérer, bien sûr, sont différents. Donc on peut être plus enclin à avoir des complications. Peut-être que ces tissus ne vont pas nous fournir une si bonne réponse à la chirurgie. C'est pour ça que lorsque on va avoir une chirurgie d'une articulation, est-ce qu'on aborde la bonne partie de l'articulation? Est-ce que c'est la partie de l'articulation qui a besoin d'un traitement? Et il y a aussi des aspects externes, car ce n'est peut-être pas seulement la chirurgie. Peut-être qu'il n'y avait pas de préparation pré-chirurgicale, par exemple pour préparer les muscles à ce que le post-opératoire soit meilleur. Il faut renforcer les muscles avant l'opération pour que les résultats soient meilleurs. Ou alors peut-être qu'on n'avait pas un équilibre dans les muscles. Les muscles travaillent ensemble et des fois nous avons un groupe musculaire qui est plus fort que l'autre. Il y a un déséquilibre qui va provoquer des problèmes dans la chirurgie. Donc peut-être, c'est ce qu'on dit, c'est peut-être que le problème n'est pas dans la chirurgie en soi, ça peut être le préopératoire ou le post-opératoire. Et des fois, on me dit, tiens, il y a cette patiente du syndrome d'Ehlers-Danlos qui n'offre pas les résultats qu'on attendait. Et moi, je vois que ces problèmes ont des déséquilibres musculaires qui provoquent des problèmes. Je ne pense pas que nous devions renoncer à la chirurgie chez les patients de SED, mais il faut aborder ce point avec prudence. Et bon, quelque chose d'important, c'est comment prendre une décision sur une bonne base d'information, une décision éclairée. Comment savoir que la chirurgie est une bonne option pour une personne? Je dis toujours, il faut savoir que les avantages d'une chirurgie, comme pour tout, doivent
être supérieur au risque. Donc, on va être pour à ce moment-là. C'est quelque chose d'important. Il faut savoir aussi que c'est une décision personnelle. Vous, personnellement, vous devez dire, tiens, dans ma vie, avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je pense que en ce moment même, c'est une bonne décision à prendre. Et dans la diapo suivante, je vais vous faire part des questions à vous poser pour savoir qu'il s'agit d'une bonne décision. L'aspect suivant, c'est qu'il faut que ce soit une décision euh, adaptée à une certaine partie de l'articulation. C'est pas parce que vous avez eu de bonnes interventions chirurgicales dans le passé que ces interventions vont bien se dérouler à l'avenir. Cela dépend, parce que peut-être qu'on va traiter une partie différente. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Si c'est vraiment très important, si vous avez somnolé dans ce que j'ai dit avant, là, il faut se réveiller. J'espère que vous ne l'avez pas fait, mais là, il faut se réveiller parce qu'il faut savoir comment nous arrivons à faire pencher la balance des risques par rapport aux bénéfices en votre faveur. Voilà les questions à se poser pour arriver aux bonnes réponses. Les questions à poser à votre docteur, à votre kiné, aux personnes qui vous aident à vous améliorer. Donc, est-ce que nous avons épuisé toutes les options non chirurgicales? La kinésithérapie, des éléments, des vêtements de soutien, une routine d'exercice. Est-ce que vous suivez cette routine? Des restrictions des activités. Peut-être que vous ne pouvez pas faire des services habituellement par-dessus l'épaule quand vous jouez au tennis. Peut-être qu'il faut abandonner ceci. Ou alors, est-ce que c'est important pour vous de passer par une chirurgie pour récupérer le service par-dessus l'épaule quand vous jouez au tennis? Il y a des risques, il y a des bénéfices et il faut y réfléchir. En deuxième lieu, est-ce que vous êtes prêt à vous engager à des activités préopératoires, ce qu'on appelle la préhabilitation? Donc, passer par 6 semaines, surtout pour les chirurgies électives, les chirurgies programmées, d'accord? Je ne passe pas d'une chirurgie d'urgence, bien sûr, mais est-ce que vous pouvez vous engager à une préhabilitation pendant 6 semaines pour être le plus près possible, pour arriver à un bon équilibre musculaire avant la chirurgie? Des fois, les gens me disent, non, mais je ne peux rien faire pour mon articulation, c'est pour ça que je passe par la chirurgie. Mais alors, pour moi, le problème, c'est pas l'articulation qui va être soumise à une chirurgie. Ce qui me préoccupe, c'est le reste du corps. Si vous utilisez l'épaule comme moi, j'utilise l'épaule, vous savez, si je ne suis pas bien étiré le cou ou la ceinture abdominale, je vais avoir des problèmes de cou. Moi, si je mets, si j'ai pas fait des exercices, je tords mon cou, je mets l'épaule vers le haut, je vais avoir des douleurs. Donc, il ne faut pas seulement entraîner l'endroit où on va réaliser la chirurgie parce que les muscles sont très liés dans le corps. Des fois, même si on fait une chirurgie de l'épaule, il faut s'étirer le cou, la ceinture abdominale. Cela va avoir une influence, vous savez. Donc, il faut vraiment s'engager à ces activités préopératoires, la préhabilitation et évidemment la réhabilitation. Il faut suivre ce qui a été prescrit sur le long terme. Je dis toujours qu'on peut attendre notre récupération à 90% à 6 mois, 6 mois après de la chirurgie, et vous serez à 100% un an après la chirurgie. C'est de ces délais dont on parle. Puis, quels sont les objectifs de la chirurgie? Est-ce qu'on va passer par une chirurgie parce qu'on veut gagner en stabilité? Est-ce que cela veut dire, tiens, si j'ai une subluxation une fois par jour, je serai content? Ou est-ce que l'objectif, c'est de ne jamais passer par une luxation? Plus jamais. Il faut être réaliste, bien sûr. Est-ce que c'est de soulager les douleurs, ce qu'on veut? Donc là, on va voir quelle est la partie de l'articulation qui présente un problème. Et bien sûr, on va diriger nos efforts lors de la chirurgie. On va l'adapter à notre objectif. Tiens, on peut dire au médecin, si je n'ai plus de douleur à l'épaule, je serai content. Le médecin, peut-être que lui veut vous donner davantage de stabilité, même si vous avez des douleurs. Donc, il faut vous mettre d'accord aussi avec votre médecin. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut sacrifier pour arriver à notre objectif. Quel compromis pouvons-nous faire? C'est-à-dire, par exemple, si on veut gagner en stabilité, peut-être que vous allez perdre
en mouvement, vous allez être plus rigide. Donc il faut décider ceci, car c'est là que vous pourrez prendre une décision éclairée. Vous saurez, tiens, c'est une chirurgie qui est bonne pour moi. Voilà mon objectif, voilà ce que je dois faire et je veux m'engager à la préhabilitation, à la réhabilitation parce que je veux épuiser toutes les options qui s'offrent à moi. Finalement, non, ce n'est pas le dernier point, c'est l'avant-dernier point. Est-ce que vous êtes bien préparé d'un point de vue médical? Comment arriver à un bon état de santé? Des fois, ce n'est pas l'endroit où on vous opère qui crée un problème. Des fois, vous avez une fracture, pourquoi? Parce que vos niveaux de vitamine D est bas, vous avez des problèmes d'arthrite. Peut-être que vous n'avez pas assez de protéines pour aider la cicatrisation des tissus. Donc vous êtes dans une bonne situation médicale pour savoir comment mettre à contribution, comment profiter de cette chirurgie, de plus avoir de ce problème. Il faut aller à la source. Après, il faut peut-être avoir 2 avis médicaux. Souvent, il est bon de demander à 2 médecins qu'ils répondent à vos questions pour comparer. Et si vous êtes passé par tout cela, à ce moment-là, peut-être que vous pourrez penser que ça sera bien de faire la chirurgie. Pourquoi est-ce que ça sera bien de passer par la chirurgie? Je connais mes objectifs, je connais quel est mon niveau d'engagement pour la préhabilitation. Moi, j'ai écouté les médecins m'ont écouté. Ceci nous amène à une évaluation complète, de connaître sa génétique, d'avoir les bons programmes de kinésithérapie, d'être réaliste avec les résultats, de partager ceci avec les médecins et bien sûr faire des exercices pour toute la vie finalement. Pour les patients du syndrome d'Ehlers dans l'os, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qu'il faut faire comme se brosser les dents, 2 fois par jour, quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Il faut avoir des exercices qu'on réalise tout le temps, des exercices de chaîne cinétique fermée, créer des objectifs pour nos articulations. On ne peut pas toujours avoir les fléchir autant qu'il faut qu'ils soient fléchis d'une manière minimum. Avoir une extension totale des muscles. Voilà, je pense que je vous ai transmis beaucoup d'informations et j'espère que ça va être utile. Je répondrai à vos questions si vous en avez tout à l'heure, bien entendu, et j'espère que voilà, maintenant vous saurez quelles questions poser pour arriver aux bonnes réponses. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente continuation cette journée.